Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à l'Alliance française de Chicago. Je me présente, Aimée Laberge. Je suis la directrice des programmes ici. Merci d'être venus si nombreux. Un merci en particulier à tous les élèves du département de français de Paul, accompagnés de leur professeur Pascal Anbro et Polly Mangerson. C'est super de vous voir. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser la traduction. D'accord? Bon, donc ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'auteur de Mon maître et mon vainqueur, Grand Prix du roman de l'Académie française en 2021, François-Henri Désérable. François-Henri Désérable sera en conversation avec Isabelle David. Nous en profitons aussi pour saluer tous ceux et celles qui pourraient nous écouter via Zoom à l'extérieur, donc dans l'une ou l'autre des 105 alliances françaises à travers le pays. Euh, Nous avons aussi, comme je l'ai mentionné, grâce à la technologie de pointe, nous vous offrons la possibilité d'écouter ce programme en français ou en anglais, ici dans la salle ou sur Zoom. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter en anglais? Non? Ça va? Tout le monde est bon? OK, c'est super. Oui, madame? Oui? Non? Ah, oui. OK. Ça m'aurait fait plaisir, mais quand même. OK. Oh, yeah. Okay. Anybody needs to listen in English? And do you need instruction? Okay. In English, all you need is your smartphone, your earbuds, and to have scanned the QR code outside that gives you right into the Zoom link where you choose the little world icon in the menu and you just pick English. So I want to hear how you like the experience after. So thank you very much. Okay, for those of you on Zoom who wants to listen in English, same thing. Just go to the bottom of your screen to find the world icon and select English from the pull-down menu. Naturellement, il est impossible de commencer sans remercier nos partenaires. Donc, pour leur soutien, la Villa Albertine, ainsi que le service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis pour la tournée de l'auteur et la Fédération des Alliances françaises USA pour son soutien à la traduction. Maintenant, j'aimerais accueillir Axel Moller de Villa Albertine. À vous, Axel. Bonjour à tous. Bon, I'll say my speech in English, okay? Or I can try to translate. Maybe I can do that. I can speak in French. Okay. Okay. So, good evening and welcome to the Alliance Française, promoting French culture and language in Chicago for over 126 years. Once again, thank you, Aimé Laberge, for welcoming us to this auditorium for another exciting event shortly after our series of talks about architecture as part of the biennial, the Champs-Élysées Film Festival, and author Mohamed Mougarsar lecture 2 weeks ago. So I'm Axel Moller. I'm the cultural attaché at the French consulate in Chicago and director of the Villa Albertine, which is the new name of the French cultural services in the United States and embodies, among other things, a vast residency program. Our 10 offices in the US are dedicated to welcoming creators who stay in the US between 1 and 3 months to carry out research work. François-Henri Désérable is one of them, selected from 90 candidates for Chicago a year and a half ago. He won all the votes of the jury composed of prominent figures from the world of arts and culture in Chicago. I must say that his presentation of the future novel he planned to write during his residency was particularly appealing. François-Henri just completed his residency last Sunday after spending 5 weeks in New York and 3 weeks at Ohio State University in Columbus. Before letting him leave the country, we made a point of organizing a short tour between Chicago and Minneapolis so that students from our partner universities and the public of the Alliance Française and 3 Alliance Françaises could have the pleasure of listening to him. It's a great honor and pleasure to welcome him this evening, and we're delighted to have been able to organize this discussion, which will be a fabulous opportunity to talk about his novel Mon maître et mon vainqueur, a novel that won the Grand Prix du roman de l'Académie française in 2021.
Reading Mon Maître et Mon Vainqueur is like boarding on a direct flight to Paris from the Bibliothèque nationale de France to les quais de Seine or Montmartre's narrow, steep streets, rocked by Rimbaud's poetry and a passionate love story. If you haven't had yet the chance to read his book, you will be able to get a copy in French after the discussion and enjoy some refreshments. I'll now give the floor to Isabelle David. She is the director of the École franco-américaine de Chicago, EFAC, since 2012, and will take over as head of the San Diego French-American School in January 24, a big loss for Chicago. Isabelle shares her passion for French literature in her blog, Sur un livre perché, where you can read excerpts from her interviews at the Alliance Française with André Makin, Éric Vuillard, Laurent Godet, and Marie Nimier, among others. She also leads the Alliance Women's Board Cercle de Lecture and has kindly agreed to hold this conversation with François-Henri Désérable, which promises to be a fascinating one. Thank you all and have a great evening. Bonsoir, bonsoir bonjour et bonsoir François-Henri. Je suis très heureuse de vous accueillir ici à l'Alliance française de Chicago. Vous êtes français, originaire d'Amiens en Picardie. Vous avez grandi et vécu. Vous êtes né, vous avez commencé votre carrière en tant que hockeyeur professionnel et vous avez fait en parallèle des études de droit. Tout d'abord à Amiens, ensuite à Lyon. Et vous avez commencé une thèse de droit que vous n'avez pas encore terminée. Je ne terminerai jamais. Voilà, bon ça, l'avenir le dira. Mais, et vous consacrez entièrement à la littérature. Alors, dites-nous en plus sur ce grand écart. On passe de l'hockeyeur à la personne qui fait du droit, qui prépare une thèse, et maintenant nous sommes en littérature. Dites-nous en plus sur ce qui vous a amené à l'écriture. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous voir ici. C'est une magnifique Alliance française, hein. Vraiment, je ne m'attendais pas à une salle aussi spectaculaire. C'est assez émouvant pour moi d'être à Chicago parce que c'est la première ville des États-Unis où je suis allé lorsque j'avais 15 ans, précisément parce que je jouais au hockey sur glace et j'ai voulu jouer aux États-Unis et j'avais trouvé une équipe dans le Minnesota, donc à l'âge de 15 ans, et j'arrive à l'aéroport de Chicago et pour vous montrer à quel point je parlais pas du tout anglais, une hôtesse de l'air, il y avait Connecting Flight to Minneapolis, et il y a une hôtesse de l'air qui vient me voir et qui me dit Minneapolis. Et je pensais qu'elle avait dit How many apples? Et je lui ai répondu Thank you, I'm not hungry. Donc elle a dû me prendre pour un fou. Et bon, après, je suis arrivé à Minneapolis et j'ai appris à parler anglais, notamment en écoutant les albums d'Eminem à l'époque. Et donc, bon, j'ai joué au hockey là-bas, sport que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et ensuite, je suis retourné en France et à l'âge de 18 ans, et bien tout naturellement, j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir joueur de hockey professionnel, enfin embrasser une carrière de hockeyeur. Mon père, qui lui-même avait été hockeyeur, en était très heureux. Je suis en train de ralentir mon débit parce que je viens de me souvenir qu'on m'a dit que pour les traducteurs, il fallait que je ne parle pas trop vite. Mon père en était très heureux parce que lui-même avait été joueur et entraîneur de hockey. Et ma mère m'a regardé avec consternation et elle m'a dit, écoute, mon fils, je ne t'ai pas élevé pour te voir pousser une rondelle en caoutchouc au bout d'un bâton sur une surface gelée. Évidemment, tu peux faire du hockey, tu peux être joueur de hockey professionnel, mais il faut que tu fasses des études. Alors, j'ai regardé la fac qui était la plus proche de la patinoire à Amiens. Il se trouve qu'il y avait deux facs qui étaient proches de la patinoire, la fac de droit et la fac de médecine. Bon, alors j'ai pris un palais de hockey, j'ai joué à pile ou face et c'est tombé sur le droit. Je suis rentré en droit, mais au bout de quelques semaines, il y avait de grandes manifestations contre une réforme gouvernementale qui s'appelait le contrat première embauche du gouvernement de Dominique de Villepin. Et un certain nombre de facs étaient bloqués. Et ma fac était un des bastions de la contestation étudiante. Et donc, pendant des semaines, je n'avais plus cours. Et je me suis trouvé un peu désœuvré en dehors de mes 3 ou 4 heures d'entraînement quotidiennes. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai poussé la porte d'une bibliothèque, la bibliothèque Louis Aragon à Amiens. Je n'avais aucune idée de qui était Louis Aragon.
et j'ai pris le plus gros livre que je pouvais trouver, c'était Belle du Seigneur. Mhm. Et quand une semaine, 1111 pages plus tard, je l'ai refermé, eh bien, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, être Albert Cohen ou rien. Et, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire tout de suite. Or, il y a une phrase que c'est très difficile de dire comment on devient écrivain. Et souvent, quand il m'arrive de faire des rencontres dans les lycées, notamment des lycéens qui aspirent à devenir écrivains, parfois vous demandent des conseils. Et je garde toujours à l'esprit une phrase de Somerset Maugham qui disait: il y a 3 règles impératives à suivre pour écrire un bon roman. Alors tout l'auditoire était suspendu à ses lèvres, prêt à recueillir ses conseils. Et il ajoutait: malheureusement, personne ne les connaît. Eh bien, en vérité, je crois qu'il n'y a qu'une seule règle, et c'est la lecture. C'est-à-dire que je ne connais pas un seul grand écrivain, une seule grande écrivaine qui ne soit pas un grand lecteur ou une grande lectrice. C'est le seul dénominateur commun entre tous les écrivains. Et donc, ce premier manuscrit que j'ai écrit, c'était terrible parce que j'avais très peu lu. Je découvrais la littérature à mesure, enfin, j'écrivais à mesure que je découvrais la littérature. Et ça m'a pris 4 ans comme ça. Je l'ai envoyé à une vingtaine de maisons d'édition. J'ai reçu une vingtaine de lettres de refus. Euh, j'ai désespéré pendant 1 an, la seule année où j'ai arrêté d'écrire depuis mes 18 ans. Et après, eh bien, je m'y suis remis et j'ai écrit ce qui deviendrait mon premier livre publié, qui s'appelle Tu montreras ma tête au peuple. Et alors, un dernier mot, le jour où j'ai appris qu'il allait être publié, j'étais dans un aéroport. Je m'apprêtais à partir pour Istanbul. Et là, je reçois un mail sur mon BlackBerry. C'est pour vous dire que vraiment, on parle d'un temps révolu. Et c'était Jean-Marie Leclaftine, qui est devenu mon éditeur aux éditions Gallimard, qui me disait qu'il avait qu'il avait aimé le livre et qu'il souhaitait le publier dans la collection Blanche. Et j'ai eu une larme de soulagement qui a coulé comme ça sur ma joue au moment où j'allais rentrer dans l'avion. Et l'hôtesse de l'air, croyant déceler dans cette larme une phobie de l'avion, m'a dit: Monsieur, surtout ne vous inquiétez pas, le vol va bien se passer. Voilà, un peu comment. Bon, je vous ai fait voilà. C'est bien, mais je vois que le vol se passe très bien et continue. Alors, pour rappeler vos livres, effectivement, alors avant celui que dont vous parliez, Tu montreras ma tête au peuple, vous avez été aussi le lauréat du jeune écrivain de langue française pour Clic, Clac, Boum en 2012 sur la mort de Danton. Oui, ça et ça c'est intéressant pour ceux qui écrivent en français et pour les jeunes qui écrivent en français. C'est un concours de nouvelles qui est ouvert aux jeunes je crois, entre 16 et 26 ans de toute la francophonie. Vous écrivez une nouvelle bon, je sais pas, c'est entre 10 et 15 pages, je crois. Vous l'envoyez et il y a à peu près, il y a près d'un millier de participants chaque année et les 12 nouvelles qui sont lauréates sont publiées dans un livre, dans un recueil. Et moi, je savais que un certain nombre d'écrivains qui avaient remporté ce concours de nouvelles ensuite avaient été publiés, notamment chez Gallimard, Arthur Dreyfus ou Jean-Baptiste Delamot, qui étaient des écrivains pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et donc, je me suis dit que si je participais à ce concours de nouvelles, eh bien, peut-être que lorsque j'enverrais mon manuscrit, si j'avais remporté le concours, on allait prêter une attention particulière à mon manuscrit, parce que vous savez que les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits. Gallimard, ils en reçoivent, je ne sais plus, 6 000 7 000 chaque année. Et il n'en publie qu'une poignée. Donc, j'ai participé à ce concours et c'est pour ce concours que j'ai écrit une nouvelle sur la mort de Danton. Et ensuite, eh bien, j'en ai écrit d'autres qui a formé ce premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, qui est un recueil de nouvelles, même si je n'aime pas du tout ce terme de nouvelle, parce que la nouvelle sacrifie à une sorte d'impératif qui est celui de la chute, et qui en général est une chute inattendue. Une bonne nouvelle doit avoir une chute inattendue. Moi, mes chutes n'étaient pas du tout inattendues, elles étaient toujours les mêmes. C'était la chute du couteau de la guillotine sur la tête des condamnés à mort. Puisque dans Tu montreras ma tête au peuple, j'essayais de brosser les portraits d'un certain nombre de personnes qui ont été guillotinées pendant la Révolution française. Donc ça, c'était en 2013. Donc il semblerait que la stratégie ait marché. De commencer oui, par j'ai pas remporté le concours, hein. J'avais été troisième, mais bon, assez pour figurer dans ce recueil et pour le mettre dans ma lettre de présentation. Et j'ai l'impression que mon micro... Non, j'entends des... des voix. Ouais, c'est pas...
Peut-être les Non, fantômes de la je Révolution, pense que les ça marche. fantômes de Danton. Et alors, 2 ans plus tard, après, hein, vous avez écrit un livre qui s'appelle Évariste, sur donc ce roman éponyme sur la figure éminemment romanesque d'Évariste Galois, génie des mathématiques, qui est mort à l'âge de 20 ans en duel. Vous écrivez ensuite, en 2017, une enquête littéraire sur un certain monsieur Piekelny, qui est un personnage de La promesse de l'aube de Romain Gary, et vous faites un bel hommage à Romain Gary ce faisant. Cette année, on saute pour revenir, cette année vous publiez L'usure d'un monde, donc un récit de voyage qui fait écho à l'usage du monde de Nicolas Bouvier, et c'est un récit qui fait suite à votre voyage en Iran l'année passée, en 2022, suite aux événements des manifestations qui ont suivi la mort de Masha Amini. Mais aujourd'hui, l'objet de cette conversation, c'est Mon maître et mon vainqueur, ce roman que vous avez, pour lequel vous avez eu le prix de l'Académie française en 2021. Alors, j'ai une très belle description tout à l'heure d'Axel. Moi, je dirais un polar poétique. C'est plein de suspense autour de la passion amoureuse, avec en filigrane l'histoire de Verlaine et de Rimbaud. Si vous deviez vous parler brièvement de l'intrigue, que diriez-vous? Bah déjà, parler du titre, peut-être, On va en dire d'où parler, ça vient. Ah, effectivement. c'était Ah prévu. ben, on va en parler tout de Ah suite, bon, parce vous que avez compris. justement, le titre, effectivement, il interpelle. Mon maître et mon vainqueur. Quand on prend le livre, on se dit, ah oui, mon maître et mon vainqueur, c'est étrange. Et en fait, on comprend tout de suite ou très vite. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de lire, je pense que c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est en introduction avec un extrait d'un magnifique poème de Paul Verlaine. Non, moi, je le connais. J'imagine, mais bon, c'est c'est très bien qu'on le cite. mais parce que ouais, je vais le réciter, mais quand je commence un livre, j'ai toujours besoin de deux choses. D'une part, de la première phrase, Mhm. et ensuite du titre. Et si je n'ai pas la première phrase et si je n'ai pas le titre du livre, eh Alors, bien, on va voir la première phrase. j'ai beaucoup de mal à avancer. Voilà. Alors, J'ai on va su que commencer par le titre et ensuite la première phrase. la première phrase, c'est j'ai su que cette histoire allait trop loin quand pour la première fois, je suis entré dans une armurerie. Voilà, le suspense Ouais. est là. Et, le titre, eh bien, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais un titre, mais un titre de travail qui n'était pas du tout convaincant à mes yeux. Et il se trouve que donc c'est une histoire de passion amoureuse, et il me semblait que Milan Kundera s'est accaparé tous les meilleurs titres pour les passions amoureuses. L'insoutenable légèreté de l'être, qui est peut-être le plus beau titre de l'histoire de la littérature. C'est quoi en anglais, d'accord? The Unbearable Lightness of Being. I think Ouais. something. La valse aux adieux, Risibles amours, enfin tout ça, c'est des titres absolument merveilleux. Euh, et un jour, alors que je commençais à désespérer de ne pas trouver un bon titre, eh bien, je lis un recueil de Paul Verlaine, qui est un recueil assez méconnu, parce que ces recueils les plus connus, c'est les poèmes saturniens ou les fêtes galantes. Et ce recueil s'appelait Chansons pour elle, qui n'est vraiment pas le meilleur recueil de Verlaine. Mais dans ce recueil, il y a un poème où Verlaine écrit euh, Es-tu douce ou dure? Attendez, je me rappelle C'est plus. Non, mais parce que c'est j'essaie de retrouver la première strophe. sensible. Donc. Non, non, mais avant, il y a quelque Ah chose. oui, oh bah Es-tu ça, alors, je brune ne ou... sais Voilà, pas. non, c'est ça. Ça commence par Es-tu brune ou blonde? Sont-ils noirs ou bleus tes yeux? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde, mais j'adore le désordre de tes cheveux. Es-tu douce ou dure? Est-il sensible ou moqueur ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et en fait, c'est drôle parce qu'un jour, je faisais une rencontre en librairie, et il y a une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a dit ouais, enfin, mon maître et mon vainqueur, qu'est-ce que c'est que ça, encore un truc patriarcal, etc. Et, et je peux comprendre cette interprétation, mais il se trouve que dans le poème de Verlaine, mon maître et mon vainqueur, c'est le cœur justement De la bien-aimée. de la bien-aimée. Voilà, donc je trouve ça très beau. Et quand j'ai lu ce poème, eh bien, je me suis précipité sur Google pour vérifier que personne n'avait songé à prendre ce titre avant. Et bon, j'ai eu le bonheur de voir que c'était pas le cas, et j'ai décidé d'en faire le titre de mon roman. Et j'en suis très content de ce titre, il est très beau. J'ai en général des très beaux titres, et je le dis vraiment d'autant plus qu'ils ne sont pas de moi, hein. Tu montreras ma tête au peuple, c'est la dernière phrase prononcée par Danton sur l'échafaud, hein. Il voit le bourreau et il lui dit, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Et là, il est guillotiné, et le bourreau ramasse la tête au fond du panier et la brandit par les cheveux, comme ça, et la montre à la foule qui est amassée devant la guillotine.
ce qui était une tradition pendant la Révolution française, ce qui parfois posait des problèmes quand les condamnés à mort étaient chauves, puisqu'alors il fallait brandir la tête par l'oreille, et ça fait un petit truc qui pend comme ça, enfin, c'est pas très esthétique. Euh, Mon maître et mon vainqueur, un certain monsieur Piekelny, donc c'est une phrase dans un livre de Romain Gary, hein, Gary vivait au numéro 16 de la rue Grande Poulenka à Vilno, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Vilnius. Sa mère lui disait, mon fils, tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France, etc. Enfin, sa mère avait de très grandes prétentions pour lui. Et Gary raconte dans La promesse de l'aube que tout le monde dans l'immeuble où il habitait avec sa mère se moquait de lui et des prétentions de sa mère. Tout le monde, sauf un petit homme qui ressemblait à une souris triste, qui avait une petite barbiche roussie par le tabac et qui s'appelait Monsieur Piekelny. Et un jour, ce Piekelny a coincé le petit Romain dans la cage d'escalier de l'immeuble et il lui a dit, écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là. Je pense que ta mère a raison, que tu vas devenir, peut-être que tu vas devenir écrivain. Eh bien, promets-moi une chose. Promets-moi que lorsque tu seras écrivain et que tu auras du succès, etc., et que tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulenka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et Gary, qui avait 8 ou 9 ans, il fait la promesse. Et des années plus tard, eh bien, il raconte que ce Piekielny est mort pendant la guerre, assassiné par les nazis parce qu'il était juif. Donc, il a connu le sort de la plupart des juifs à Vilnius. Mais que lui, Romain Gary, devenu écrivain comme sa mère l'avait prédit, s'est toujours acquitté de sa promesse et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, à la télévision américaine, face à des millions de téléspectateurs, aux Nations Unies, face aux hauts dignitaires et aux bâtisseurs pour Milan, c'est une formule de Gary, eh bien, il a toujours prononcé cette phrase. Il a toujours dit à ses interlocuteurs, qui étaient un peu interloqués, au numéro 16 de la rue Grande Poulenka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et moi, un jour, je me suis retrouvé à Vilnius et j'ai vu une plaque commémorative en l'honneur de Romain Gary. C'était marqué ici a vécu Romain Gary, né en 1914 à Vilnius, mort en 1980 à Paris. Il évoque cet immeuble dans son roman La promesse de l'eau. Et je me suis souvenu de ce monsieur Piekielny, je me suis souvenu de cette phrase. Je me suis dit, mais c'est formidable en fait, le pouvoir qu'a la littérature de faire en sorte qu'un jeune Français égaré à Vilnius en 2014 puisse prononcer à voix haute le nom d'un homme qui aurait dû totalement disparaître, qui aurait dû être complètement effacé, mais que ni les nazis ni le temps n'ont réussi à le faire disparaître parce qu'un écrivain l'a exhumé de l'oubli. Et je suis parti à la recherche de ce monsieur Piekielny. Bon, tout ça pour dire que le titre n'est pas de moi. Et Mon maître et mon vainqueur, voilà, donc c'est un titre de Verlaine. Et si je devais résumer l'histoire, donc en quelques phrases, si je devais la pitcher, comme on dit, eh bien, il y a trois personnages principaux. Euh, L'un s'appelle Vasco, il est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. L'autre s'appelle Tina, elle est comédienne. Et le troisième personnage principal, c'est le narrateur. Et un jour, lors d'un mariage, Vasco a tiré sur quelqu'un. Alors on apprend sur qui à la fin du livre, et il a tiré sur quelqu'un. Il a été arrêté, et puis on retrouve sur lui un revolver, qui n'est pas n'importe quel revolver, puisque c'est le revolver avec lequel Paul Verlaine a tiré sur Arthur Rimbaud à Bruxelles, près de 150 ans plus tôt. Et on retrouve également sur lui un cahier, qui est un cahier sur lequel Vasco a écrit des poèmes. Et au juge d'instruction qui l'interroge, eh bien Vasco dit, vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes. Le juge les lit, il n'y comprend pas grand-chose, et convoque donc le meilleur ami de Vasco, qui est le narrateur, à qui il va demander de lui expliquer ces fameux poèmes. Et à travers ces poèmes, eh bien, le narrateur va aider le juge à comprendre ce qu'il s'est passé et à résoudre l'enquête. Et ce qu'il s'est passé, en fait, c'est une histoire d'amour passionnel, l'énième variation d'un amour réciproque malheureux entre Vasco, ce conservateur à la BNF, et Tina, qui est une... Ça a l'air emberlificoté quand je l'explique comme ça, mais... Non, mais ça se lit très bien et c'est vrai qu'il y a des histoires entre... C'est une histoire d'amour, quoi. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est une histoire C'est une d'amour. histoire de passion amoureuse. Une histoire d'amour entre un homme et une femme, une histoire d'amour aussi avec la littérature et la poésie, je pense. Oui, 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 bah, de fait, c'est aussi, euh,
une volonté de montrer à quel point la poésie peut être omniprésente dans nos vies. En fait, ce livre, il est né d'un truc tout bête, c'est que moi-même, j'ai vécu une passion amoureuse qui s'est terminée, et pendant des mois, pendant des années, je n'arrivais pas à détacher mon esprit de cette histoire. C'est-à-dire que je n'étais pas en mesure d'écrire sur quoi que ce soit d'autre. Et j'ai commencé à faire un truc qui ne présente absolument aucune originalité. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des poèmes. J'écris des poèmes dans lesquels j'écrivais mon désarroi, comment dire, oui, la façon dont je perds des pieds, en quelque sorte. L'une des plus belles définitions que je connaisse de l'amour, c'est une définition de Roland Barthes, qui parle d'assomption démentielle de la dépendance. C'est-à-dire que vous assumez le fait d'être totalement dépendant d'une personne sans laquelle, eh bien, vous perdez pied, sans laquelle le sol se dérobe sous vos pieds, en quelque sorte. Eh bien, je voulais essayer voilà, de restituer ce sentiment que j'avais de voir le sol se dérober sous mes pieds. Et mon intention initiale, c'était de publier un recueil de poèmes. Et puis, en parlant avec une amie qui est écrivaine, d'ailleurs, Maria Pourchet, qui elle-même a écrit sur la passion amoureuse, on a publié un livre la même année sur le même thème. Le sien s'appelait Feu, et le mien, c'était Mon maître et mon vainqueur. Eh bien, Maria me dit, mais il faut que tu en fasses un roman de cette histoire, il faut écrire. Et donc, j'ai décidé de prendre un certain nombre de ces poèmes et de les insérer dans de la fiction. Il se trouve que lorsque vous écrivez de la poésie, il y a une véritable mise à nu, quand même. C'est quelque chose d'une impudeur totale. Et donc, de les insérer dans de la fiction, dans un roman, ça me permettait en quelque sorte de les habiller. Voilà, de les livrer au lecteur, Ouais, ce qui aurait sans vous été, déshabiller pour autant, sans aller trop dans l'intime. ce qui aurait été plus compliqué si j'avais publié un recueil de poèmes brut, quoi, Bien en sûr. quelque sorte. Alors bon, certains de ces poèmes, donc il y en a auxquels je tiens, mais il y en a d'autres aussi qui sont là simplement pour faire avancer Avancer l'intrigue et bon, qui n'ont pas forcément une grande valeur littéraire. Alors, l'ancrage littéraire est clair. J'avais noté également un nombre de références assez inouïes à des auteurs, des écrivains, des poètes. On en parlait tout à l'heure, comme je le disais, c'est pour tout littéraire qui lit vos livres un vrai plaisir, puisqu'on a l'impression de rassembler, de trouver ces petits cailloux qui sont semés un peu partout et qui font plaisir quand on les reconnaît. Donc, il y a des clins d'œil qui sont... Bon, Verlaine, Rimbaud, on l'a dit, c'est évident. Il y a Apollinaire, il y a Baudelaire, Aragon, vous en parliez, Pavese, Dante, Duras, Proust, Pierre Michon, Cervantes, et je suis sûre que j'en oublie, Goethe était là, etc. Donc, effectivement, je vois, est-ce qu'on peut voir ça comme un chant à la littérature ou à la puissance, on va dire? Il y en a même que vous avez. Ah, mais il y en a, j'ai pas tout mis, Non, là. mais il y en a même que vous avez découvert alors qu'ils ne sont pas, parce que Dante, je ne l'ai jamais lu. Alors, on en parlait Et on en tout à parlait tout à l'heure l'heure. avec Francesca et Paolo, mais bon, moi j'ai lu à travers et vraiment, Mais je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Italo Calvino qui disait que sur la couverture d'un livre, il faudrait accoler le nom du lecteur à celui de l'auteur, puisque Ah oui, c'est finalement, très beau. et je trouve que c'est quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'on plaque notre propre C'est vrai. grille de lecture sur un Tout à livre, fait. on y vient avec nos propres références, et parfois on croit en découvrir dans le livre, on croit découvrir des références qui nous sont communes peut-être avec l'auteur, alors qu'en réalité ce sont les nôtres. Mais c'est ça qui est fascinant avec la littérature, c'est la puissance, c'est-à-dire qu'un livre puisse nous parler à ce point, puisse convoquer chez nous des références auxquelles l'auteur n'avait pas songé. Donc Dante, non, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Il faudrait que je le fasse. Ouais, c'est dans ma palle, comme on dit. Alors revenons à l'histoire. C'est une enquête, vous l'avez dit, sur Vasco, donc Vincent Ascot, qu'on appelle Vasco dans le livre, qui est, comme vous l'avez dit, attiré sur un personnage, sur quelqu'un dans l'histoire, et le juge interroge le narrateur pour qu'il lui explique tous ses poèmes. Donc c'est une enquête, comme je vois également dans d'autres de vos livres, vous l'avez dit, sur Monsieur Piquelny, c'est aussi une enquête littéraire. Évariste aussi, c'est une enquête sur ce mathématicien. Donc, ce sont des enquêtes à chaque fois sur des personnages bien vivants ou alors des personnages qui sont fictifs. Pourquoi cette forme d'enquête ce thème récurrent à peu près? Là, il se trouve que euh, je- je- le,
c'est quand même le sujet le plus rebattu, le plus éculé de l'histoire de la littérature, l'amour. Enfin, Ah oui. donc, après Roméo et Juliette, à quoi bon écrire sur l'amour et sur le chagrin amoureux? Donc, finalement, la gageure, c'est d'essayer de le renouveler par la forme, de trouver une manière, comment dire, nouvelle, oui, enfin, c'est pas le terme que je cherchais, pas nouvelle, mais une manière originale, en tout cas, de se saisir de ce sujet-là. Euh, et il se trouve que alors j'aurais pu l'écrire, je ne sais pas moi, du point de vue de Vasco, du point de vue de Tina, du point de vue même du mari, enfin, du compagnon de Tina. Donc mais je voulais pouvoir explorer toutes les facettes de la passion amoureuse, ne pas me cantonner au point de vue de tel ou tel personnage. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à ce que ce soit un narrateur extérieur, en quelque sorte, à cette histoire. Et puis, le fait que ce soit devant un juge, simplement, là, c'est pour un truc purement romanesque, c'est-à-dire que ça ajoute un petit élément on se demande, Suspense. de suspense, oui, on se demande ce qui Alors est le arrivé. juge, dites-nous en plus sur le juge, parce que vous le mutez, il est muté de Brest, on va dire, à Paris, et c'est un autre clin d'œil littéraire. Oui, bah, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Tanguy Viel, un écrivain français qui publie chez Minuit, qui avait écrit un très beau roman, article 353 du Code pénal. Mhm. C'est le titre du livre. Et dans ce roman, il imaginait un brave type qui était accusé d'avoir jeté un sale type à la mer depuis un bateau se retrouvait devant un juge d'instruction. Et donc le roman était basé sur un dialogue entre le prévenu et le juge. Et c'est sorti quelques années avant Mon maître et mon vainqueur. Et bon, moi, je pense que le réel et la fiction sont comme deux territoires frontaliers au sein d'une sorte d'espace Schengen. Vous savez, l'espace Schengen dans l'Union européenne, donc c'est les pays de l'Union européenne, et la libre circulation des personnes, des biens, des voyageurs est assurée. Eh bien, je crois en la libre circulation des personnages dans la littérature. Et je me suis dit que ça serait marrant de reprendre ce personnage totalement fictif de juge inventé par Tanguy Viel et de le mettre dans mon livre. Alors j'ai écrit un mail à Tanguy Viel et je lui ai demandé l'autorisation de muter ce juge de Brest, là où il officie dans l'article 353 du Code pénal, à Paris. Et récemment, il y a une écrivaine qui m'a écrit un mail et qui m'a dit, écoutez, est-ce que je peux vous demander la permission de reprendre le juge dans mon roman? Il a du Donc succès. on voit comme ça, il y a une sorte de migration de ce juge fictif de livre en livre. Ouais, ouais. D'accord, c'est très beau. Et donc, elle écrit actuellement? Elle est en train d'écrire, ouais. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure vous avez fait une référence à Umberto Eco. Est-ce que vous diriez comme lui qu'il n'y a rien de plus romanesque que la réalité? Bah, je vais encore citer, hein, Paul Morand disait que les citations sont les béquilles des écrivains infirmes. Donc, on va continuer cette conversation en claudiquant et en s'étant de ces béquilles, mais euh, il y a une phrase magnifique de Boris Vian qui dit: Cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. Mhm. C'est très beau, cette histoire, cette idée qu'une histoire est vraie puisqu'un écrivain l'a inventée. Et l'autre phrase que je voudrais citer, mais j'en parle assez souvent, euh, c'est une phrase de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, c'était un poète né en Suisse, ensuite a vécu la majeure partie de sa vie en France, qui était un grand voyageur, qui était un très bon ami de Guillaume Apollinaire, et qui un jour, avant la guerre, donc en 1913, se retrouve chez Guillaume Apollinaire, au 202 boulevard Saint-Germain à Paris. Et il y fait la rencontre d'une peintre qui s'appelle Sonia Delaunay. Et alors, il commence à parler, Delaunay et Blaise Cendrars. Elle lui dit: Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il lui dit: Bah voilà, je suis en train d'écrire un poème, un long poème en prose, qui raconte mon voyage en transsibérien, donc ce train entre Moscou et Vladivostok. Elle lui dit: Ah, mais c'est formidable, quand tu l'auras fini, eh bien, est-ce que tu pourras me le faire lire? Et alors, bon, quelques semaines plus tard, Sandra arrive avec son poème. Sonia Delaunay commence à le lire. Elle lit: En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares.
Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence me jouait tour à tour, comme le soleil de Moscou, quand le soleil de Moscou se couche sur la place rouge. Enfin, je ne sais plus la suite. Mais bon, le poème est très long. J'ai complètement perdu les pédales là, en récitant ce Non, poème. Mais t'as le poème est raison. très long. Mais non, mais je sais. Le poème est très long et bon, elle commence à. Je sais qu'on parle de Sandra. Elle commence à réciter il commence à réciter ce poème et Sonia Delaunay se dit ce poème est magnifique et il se trouve que ce poème est vraiment magnifique. Je vais l'orner de mes dessins et on va le publier à 150 exemplaires parce que le poème, mis bout à bout, ça fait 2 mètres et 150 fois 2, ça fait 300 mètres, ce qui fait la taille de la tour Eiffel. Bon, alors ils se lancent dans cette entreprise et puis finalement, ils n'ont pas assez d'argent, ils n'arrivent qu'à publier que 70 exemplaires. Bon. Et puis la guerre éclate, Sandrard part à la guerre, il perd une main, il revient de la guerre, et d'ailleurs, les exemplaires de la prose du Transsibérien qui ont le plus de valeur, ce sont ceux qui ont été signés par Sandrard de la main droite avant la guerre et dédicacés de la main gauche après la guerre. Bon. Tout ça pour vous dire qu'après la guerre, un journaliste, Pierre Lazareff, lui dit, mais il paraît que vous n'êtes en fait jamais allé en Russie. Est-ce que vous avez vraiment pris le Transsibérien? Et c'est vrai que Sandrard, en fait, n'était jamais allé en Russie. Et il répond à Pierre Lazareff, il lui dit, écoutez, qu'importe si je l'ai pris, puisque je vous l'ai fait prendre à tous. Eh bien, moi, je trouve que c'est une des plus belles définitions qu'on peut donner de la fiction. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que son lecteur prenne le Transsibérien quand soi-même on n'y a pas mis les pieds. En vérité, voilà, ça c'est un des plus beaux éloges de la fiction. Je trouve cette réponse de Blaise Sandrard extraordinaire. Qu'importe si je l'ai pris, puisque je vous l'ai fait prendre à tous. Merci. C'est très beau, effectivement. Alors, on se rend compte aussi de la façon dont vous déclamez, dans l'humour dont vous faites part ici, qu'il y a un point en lisant vos livres qui est prégnant, c'est que il y a on rit énormément en vous lisant. On découvre beaucoup de choses sur la littérature et on rit, on est très vous avez un ton qui peut être incisif, qui peut être badin, parfois qui peut être aussi ironique, mais avec toujours une certaine empathie pour vos personnages. Et soit vous avez des histoires qui sont véritablement assez farfelues, rocambolesques, qui font rire, ou alors vous avez carrément des passages entiers dont on parlait tout à l'heure, avec vous mettez en juxtaposant deux scènes en miroir, le mari trompé qui est dans son lit, qui essaie de rester bien chaud dans son lit et qui se fait qui pense à des choses très terre à terre, et en parallèle l'histoire torride de l'histoire d'amour de sa femme Tina avec son amant, et on lit ce passage. Et on passe de l'un à l'autre sans trop se rendre compte qu'on est tombé dans l'histoire du mari, et on retombe dans l'histoire de l'hôtel, et on retombe dans l'histoire du mari. Donc effectivement, c'est très cocasse hein, pour le lecteur. Et je voulais savoir comment vous souhaitez comment vous utilisez cet humour. Est-ce que c'est à la fois une arme, c'est à la fois peut-être pour créer une connivence aussi avec le lecteur, ou c'est pour faire passer des choses qui peut-être seraient un petit peu trop tragiques ou difficiles à faire passer autrement? Euh, Je crois qu'essayer de démonter les mécanismes de l'humour en littérature, c'est un peu peine perdue. C'est comme si on égorge un oiseau pour essayer de deviner le secret de son chant. Bon, vous égorgez l'oiseau, finalement, l'oiseau est mort et vous n'avez pas appris plus sur les secrets du chant de l'oiseau. Euh, mais dès que je me suis mis à écrire, ça a été en quelque sorte ma pente naturelle et je crois que c'est particulièrement grâce à mes premières lectures, enfin à mes premiers émois littéraires en quelque sorte, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Romain Gary qui a énormément compté pour moi, dont les livres sont très drôles, même quand il s'empare de sujets tragiques. Romain Gary a fait un livre qui est d'une drôlerie absolument féroce sur les Einsatzgruppen, qui sont ces escadrons de la mort qui, pendant ce qu'on a appelé la Shoah par balle, ont tué près de 1 500 000 juifs. Ça s'appelle la danse de Gengis Khan. En fait, il imagine euh, que ouais, c'est ça, c'est le fameux bruit que j'entends. Ah! Pardon. Romain Gary, dans la danse de Gengis Khan, imagine
qu'un juif qui est sur le point d'être assassiné au bord d'une fosse commune, je ne sais plus où ça se passe, je crois que c'est en Lituanie, hein, juste avant de mourir, baisse son pantalon pour montrer son cul aux nazis qui s'apprêtent à l'assassiner. Et alors, il est assassiné, mais ensuite il va hanter la conscience du nazi. Il va devenir son D-book. Euh, et il va hanter sa conscience. Et c'est un livre qui est hilarant sur un sujet, pourtant qui ne s'y prête pas vraiment. Et donc, Gary avait cette très belle formule. Il disait que l'humour est une supériorité, une déclaration de supériorité de l'homme sur le sort qui lui est fait. Et je trouve ça très juste. C'est un moyen de désamorcer en quelque sorte le tragique parfois de nos existences. Euh, Moi, quand je suis parti en Iran et que j'ai tiré un récit de mon voyage en Iran et que j'ai rencontré des jeunes filles euh, qui qui me disaient, par exemple, qu'elles apprenaient par cœur des poèmes parce qu'elles avaient peur d'être mises en prison et torturées et violées et privées de nourriture et privées de sommeil et que pour se préparer à l'éventualité de la prison, elles apprenaient des poèmes pour pouvoir se les réciter en attendant soit la mort, soit la liberté. Euh, Ce sont des choses très poignantes. Et bien néanmoins, quand je raconte des choses comme ça, quand je raconte ma traversée de l'Iran euh, à un moment tragique pour les Iraniens, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de mettre un peu d'humour justement pour venir désamorcer un peu tout ce tragique, pour ne pas se laisser accabler par le sentiment d'injustice, de révolte, de chagrin qui peut nous tenailler. Euh, et donc, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas. Je me dis pas, tiens, là, je vais essayer de mettre un truc qui est drôle. Je crois que ce serait le meilleur moyen de ne pas l'être. Ouais. Euh, mais simplement, voilà, ça devient comme ça de livre en livre une sorte de Façon d'être, ah, d'écrire. ouais. Et puis, et ça je le déplore, il se trouve que l'humour est quand même une des vertus les moins partagées dans la littérature contemporaine française, en tout cas. Mhm. On a l'impression de déchoir enfin, certains écrivains s'ils ne lestent pas leur plume d'une gravité à chaque page. Bon. Et moi, finalement, alors pas tous, hein, parce qu'il y a des écrivains pas du tout drôles pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais la plupart des écrivains que j'admire sont des écrivains que je trouve très drôles. Donc la plume est légère, les sujets sont graves. Il y a aussi un thème qui, on parle d'une passion amoureuse, donc il y a beaucoup de sexe dans ce livre, et le langage des Vous faites corps, bien de le noter, c'est plaisir un argument charnel. de vente en C'est un, général. oui, oui, donc on va en parler, effectivement, parce qu'après le tragique, est-ce que ces scènes ont été les plus difficiles pour vous à écrire? Pas ça, quand on écrit un livre, évidemment, on ne pense pas au prix littéraire qu'on pourrait se voir décerner. Mais là, je songeais à un prix littéraire que je ne voulais absolument pas me voir attribuer, qui est le Bad Sex in Fiction Award, qui est un prix littéraire qui existe vraiment, Really? qui est remis tous les 2 ans. C'est un prix littéraire anglophone. De grands écrivains l'ont eu parce qu'en général, ils le décernent à des écrivains vraiment installés, mais qui ont écrit une scène de sexe dans un de leurs livres totalement ridicule, pleine de clichés, etc. Et donc, c'était. Enfin, il fallait faire attention. Donc là encore, il y a deux vraies scènes de sexe dans ce livre. L'une à la Bibliothèque nationale de France euh, où finalement, donc Vasco invite Tina, alors qu'ils n'ont pas encore couché ensemble, il l'invite à venir, comme elle est fan de poésie, elle est fan de Paul Verlaine, il l'invite à consulter l'exemplaire original des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Et alors, il lui met les poèmes saturniens de Paul Verlaine sous les yeux, alors qu'ils sont dans la grande réserve de la Bibliothèque nationale de France, qui est là où sont gardés tous les trésors de la BNF. Et puis après, il ramène la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé et qui était inestimable. Et après, il ramène les épreuves corrigées des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Enfin, il lui pose comme ça sur la table tous les trésors de la BNF. Et à mesure qu'elle découvre tout ça, il y a une sorte de tension érotique qui se crée.
le désir monte, 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 et la seule moyen de faire l'amour, ça serait de débarrasser la table comme ça d'un grand revers de main, sauf que sur cette table se trouvent tous les trésors de la BNF. Or, donc ils peuvent vraiment pas les envoyer valdinguer, et ils vont devoir les ranger les uns après les autres à leur place, parce que dans une bibliothèque, un livre mal rangé est un livre perdu, euh, avant de pouvoir se connaître bibliquement, pour le coup. Donc, en fait, j'essaye toujours de... euh, bah, là encore, peut-être le moyen de s'en sortir, c'était d'essayer d'être Drôle. ouais, d'être drôle. Et l'autre scène, c'est celle dont vous parliez tout à l'heure, où on alterne entre le point de vue de Tina, qui est en train de faire l'amour avec Vasco, et celui du mari qui est seul dans son lit et qui pense à sa femme, qui doit être en train de dormir paisiblement. Alors, vous avez dans vos livres, notamment à la fin, on le voit avec la scène du mariage et avec les coups de théâtre qui se passent. Et c'est aussi décrit avec, on a l'impression d'avoir une caméra qui décrit toutes les scènes quand on attend la mariée, etc. Et est-ce que vous avez quel est votre rapport avec le cinéma? Est-ce que vos livres est-ce qu'on vous a déjà demandé pour filmer certains de vos livres? Est-ce que vous pensez travailler pour le cinéma? Il semblerait que vous ayez un œil pour écrire de façon cinématographique. Bah, je me souviens, pour un de mes premiers livres, j'avais fait une interview à la télé suisse. Et c'était pour Évariste, donc c'était en 2015, donc ça fait 8 ans. Et l'intervieweur, qui s'appelle Darius Rochebin, m'avait dit comment vous envisagez la suite? Est-ce que vous allez continuer à écrire? Et j'ai dit oui, ma vie, c'est la littérature, mais néanmoins, il y a quelque chose qui me botte vraiment, c'est que j'aimerais faire des films, j'aimerais être cinéaste. Et 8 ans ont passé, et bon, je n'ai toujours pas de film à mon actif. Donc en fait, j'ai peur, à mesure qu'on me pose cette question, de passer vraiment, de paraître complètement ridicule dans 10 ou 20 ans, de me dire, bah, finalement, tu n'as jamais mis un pied dans le cinéma. Et, je regarde énormément de films, je les regarde avec un œil presque analytique, le même œil avec lequel je lis, parce que je reste persuadé que l'art est quelque chose que ce soit le cinéma, la littérature, où on se forme bien mieux en autodidacte qu'en prenant des cours, qu'en suivant des ateliers d'écriture ou qu'en faisant des écoles de cinéma. Enfin, je crois qu'on peut vraiment se former en autodidacte. Et, euh, et depuis très longtemps, oui, je rêve d'en faire un jour. Et là, j'ai écrit un film, j'ai coécrit un film avec Maria Porcher d'ailleurs, sur Romain Gary, sur le deuxième concours de Romain Gary. Le film a été tourné en avril-mai, avec Charles Berling dans le rôle de Romain Gary. D'accord. Et il se trouve que, alors qu'on était enfin, quand on a fini le scénario et qu'on l'a donné au réalisateur, à Philippe Lefebvre, je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir un petit rôle dans ce film? J'aimerais bien jouer. Et il me dit, qu'est-ce que tu aimerais bien jouer? Et il y avait un rôle de libraire dans le film. Et puis le libraire avait voilà, avec quelques lignes de dialogue comme ça, je trouvais ça sympa. Et je dis, j'aimerais bien jouer le libraire. Et il me dit, OK, pourquoi pas? Et là, donc, je rajoute des lignes de dialogue au libraire. Je rajoute. Et il y avait aussi un pilote. Il y avait le rôle d'un pilote d'Air France. Et donc, j'enlève des lignes de dialogue au pilote pour les mettre dans la bouche du libraire. Parce qu'à un moment, il y avait une soirée, il y avait le pilote et le libraire. Et donc, le pilote n'avait quasiment plus rien à dire, mais le libraire avait plein de choses à dire. Et il me dit, tu vas quand même passer un casting. On va te faire passer un casting parce que bon. Et je passe le casting. Et il me rappelle quelques jours plus tard. Il me dit, écoute, on t'a vu, enfin, on a vu la vidéo du casting. C'était pas mal, mais on a quand même décidé de prendre un comédien professionnel pour jouer le libraire. Il me dit, mais par contre, on peut te proposer le rôle du pilote. Et donc finalement, bah, je me suis retrouvé à jouer le pilote Air France qui, lors d'une soirée, arrive comme ça et voit Romain Gary et et lui serre la main et lui dit, Romain Gary, les forces aériennes françaises libres. Monsieur fut l'un des premiers en regardant la... Voilà, donc j'ai une ligne de dialogue en serrant la main à... Alors, tout ça en espérant ne pas être coupé au montage, donc je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, mes débuts éclatants d'acteur. Et bon, je ne suis pas prêt d'avoir Et le l'Oscar. film va sortir quand? En 2024, je ne sais pas quand encore exactement. Prochainement, Mm. bravo. Et alors, dans le livre, il y a aussi, il y a non seulement, je trouve, ces références cinématographiques
un peu partout, mais il y a aussi, vous insérez souvent des photographies, ou disons régulièrement, des photos, des choses. Quel est l'usage que vous voulez en faire de la photo dans le roman? Mais ça, je l'ai fait j'ai commencé avec un certain monsieur Piegalny, je l'ai fait dans Mon Maître et mon Vainqueur, j'en ai mis aussi dans L'usure d'un monde. Euh, pour la fiction, il se trouve que moi, euh, en fait, lorsque vous écrivez une scène que vous avez totalement inventée, mais qu'à la fin de cette scène, vous mettez une photo, eh Je bien, crois qu'elle a existé. voilà, le lecteur se dit, mais est-ce que tout cela n'est pas vrai? Mhm. Et je vais vous donner un exemple. Dans un certain monsieur Piegalny, donc je raconte une scène où Romain Gary est l'invité d'Apostrophe, invité par Bernard Pivot à Apostrophe, qui était une émission littéraire extrêmement connue dans les années 80, 70-80, ouais. Et donc j'imagine que en 1900, début 1980, donc quelques mois avant sa mort, Gary est invité par Bernard Pivot et je dis que Gary, lors de cette émission, a peur que soit révélée l'affaire Ajar, puisque Gary avait écrit des livres sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Et l'un de ses livres, La vie devant soi, et si vraiment, alors, à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu La vie devant soi, je vous implore de le lire, c'est un livre absolument magnifique. Euh, La vie devant soi a remporté le prix Goncourt, alors que Gary il avait déjà eu le prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du ciel. Or, il n'est pas possible normalement de le remporter deux fois. Et donc, je raconte toute cette scène. Et à la fin de la scène, eh bien, je mets une photo de Gary sur un plateau télé. Et donc, qui laisse accréditer l'idée que Voilà, cette scène a vraiment eu lieu, quoi, que je ne fais que raconter une émission qui a vraiment eu lieu. Et Bernard Pivot m'a raconté que depuis la sortie de ce livre, il y a des gens qui allaient lui parler, qui disaient Ah, et je me souviens très bien de la fois où vous aviez invité Romain Gary sur le plateau d'Apostrophe, Désérable en parle dans son livre. Et Pivot raconte non, son grand regret, justement, c'était de ne pas avoir consacré une émission spéciale à Romain Gary du temps où Romain Gary était vivant. Il l'avait invité pour d'autres émissions, mais il n'était pas l'invité principal. Et, euh, et donc, que cette scène euh, que j'ai inventé se substituer dans l'esprit du lecteur à ses propres souvenirs, Mhm. et notamment grâce à l'usage de la photographie, eh bien, je trouve ça formidable. Donc, en fait, c'est pour venir donner un effet de réel supplémentaire à de la fiction. Pour jouer encore C'est plus surtout sur ça, ouais. ce flou Sur entre la l'ambiguïté fiction, et voilà, sur et la la porosité réalité. de la frontière entre la fiction et la Il est réalité. bien connu Ouais. qu'on peut se créer des souvenirs. Et en l'occurrence, c'était le cas. Vous parlez donc de la première scène au début du livre, quand à la BNF, voilà, le Vasco rencontre Tina et il y a cette scène d'amour. La BNF, vous avez bien connu, puisque ça a été, ce livre est sorti après une résidence que vous avez faite en 2018 à la BNF. Je sais que vous avez, on l'a dit tout à l'heure, à la Villa Albertine, vous êtes resté ici pour quelques mois, ou quelques semaines du moins. Quel sera le résultat de cette... Je crois qu'elle l'a évoqué, Axel, mais je ne sais pas le résultat de cette résidence, qui est un livre qui va en ressortir. On espère un résultat éclatant. Bien sûr, mais un Vraiment. peu plus nous dire un peu plus sur le... Non, mais c'est marrant parce que lorsqu'on est là, je suis en train d'écrire ce livre, je l'ai commencé depuis plusieurs mois, et vraiment, il faut avoir absolument aucune humilité lorsqu'on est en train d'écrire un livre. Alors, il ne faut Euh, pas en avoir, faut nous en dire plus. Autant vous ne m'entendrez jamais dire d'un livre que j'ai publié qu'il est formidable, mais le livre que je suis en train d'écrire, il est extraordinaire, bien sûr. Mais Euh, encore, euh, c'est difficile aussi de parler d'un livre qu'on est en train d'écrire, mais pour vous dire deux mots, euh, c'est l'histoire d'un homme euh, qui a un palais, enfin, le palais. palais, oui, un palais, ça s'écrit de la même manière, un palais extraordinaire. Je ne savais pas, et je le disais hier à des étudiants de l'Université de Chicago, je ne savais pas comment on prononçait palais en anglais avant d'arriver là aux États-Unis. Mhm. Je savais comment ça s'écrivait, P-A-L-A-T-E. Je Mhm. croyais que ça se disait Palati. Euh, et quelqu'un m'a dit Palette. Donc maintenant, je ne fais plus la faute. Mais donc, c'est l'histoire d'un homme qui a un palais extraordinaire Mhm. et qui va découvrir le vin en Bourgogne parce que ses parents tiennent un restaurant et donc il va découvrir en finissant un peu, alors qu'il est enfant, en finissant les verres des clients.
Et puis à un moment, on va se rendre compte qu'il est capable de reconnaître quasiment n'importe quel vin en les dégustant à l'aveugle. Et un jour, il va se dire qu'il va faire fortune avec son palais en faisant des faux vins, des vins d'exception, to counterfeit fake wine, to counterfeit wine, des vins très rares, très chers, parce qu'il y a des bouteilles qui se vendent des milliers et des milliers et des milliers de dollars. La bouteille de vin qui s'est vendue le plus cher, c'est une bouteille de Romanée Conti, donc un vin de Bourgogne, millésime 1945, et elle a été vendue pour plus de 500 000 dollars. Vous imaginez, donc on peut vraiment faire fortune. Bien sûr. Et donc il va faire des faux vins. Sauf que la difficulté si moi demain je me ramène avec une bouteille de Romanée Conti 1945, la première chose, c'est on va me demander, se pose la question de la provenance. D'où elle vient cette bouteille? Comment je l'ai en ma possession? Donc c'est ça. Donc il faut inventer toute une histoire autour de ces bouteilles aussi. Donc la difficulté lorsque vous voulez devenir comment on dit, un faussaire en vin, c'est de vous inventer un background. Et il va arriver à New York et il va séduire un certain nombre de riches New-Yorkais, parce que les deux places principales de revente de vin d'exception, c'est Hong Kong et New York, et il va les arnaquer. Voilà. Donc c'est une histoire. Alors, très différent de ce que vous avez écrit jusqu'à présent, et comme on voit, toutes vos histoires nécessitent énormément de recherche. Et, Alors, Mon maître et mon vainqueur est la seule qui n'a nécessité aucune recherche. Sinon, si ce n'est me sonder moi-même, mais c'était pas une mais mince pour affaire. les autres, disons, beaucoup de recherches historiques, de Ouais. faits, là, le monde viticole. Oui, alors très là, différent. pour le palais, il n'y a pas de recherche historique parce que ça se passe aujourd'hui. Non, mais je veux dire, sur le monde du vin, Mais quand même très spécifique. j'ai commencé pendant 2 ans, j'ai fait des études d'œnologie. Ouais. Voilà. Parce que j'y connaissais rien. Moi, je savais qu'il y avait du blanc et du rouge, quoi. Mais ouais, j'ai fait des études d'œnologie pour pouvoir maîtriser un peu Et le reconnaître les sujet. vins aussi. Oui, maintenant j'arrive à. Enfin, oui, je reconnais les Alors, cépages, quoi. Mais si moi, vous me mettez. personnellement. Non, 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 mais bien sûr, mais lui a un palais vraiment extraordinaire. Enfin, ouais, super palate. Alors, une question sur les traductions. Est-ce que vos livres ont été traduits et sont traduits en anglais et ils sont traduits dans quelle langue encore? Alors, ils sont traduits dans une quinzaine de langues, D'accord. pas en Je anglais. suis pas sûre. Non, pas Pas en en anglais. anglais. Pas en Ah oui, anglais. parce que j'ai cherché pour celui-ci, je me suis dit quel est le titre en anglais Ouais, qui a pu My être Master, mis. My Commander. Et voilà. Et en fait, non, il n'y a pas de traduction en anglais. Non, 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 Pas encore. c'est pas encore. Et Ça quelles sont les finira bien 15 par autres arriver. langues? Oh, bah, Toutes sortes? du coup, l'espagnol, Allemand, le turc, l'allemand, l'italien, le européenne, russe, donc beaucoup de langues européennes. ouais, européenne, le russe, est-ce qu'on considère que c'est l'Europe? Le turc, c'est pas l'Europe. Euh, ouais, quoi d'autre? Non, pas le chinois, pas le japonais, donc D'accord. voilà. Ouais, pas mal de langues européennes, ouais. Plus le turc et le russe. Ouais. Et ça, mais le russe, par exemple, c'est une. Parce qu'on ne rend pas assez hommage au traducteur, et moi je pense que le nom du traducteur, tout à l'heure on disait que le nom du lecteur devrait toujours se trouver sur la couverture, accolé à celui de l'auteur, mais le nom du traducteur devrait se trouver sur la couverture. Et un jour, j'étais en Russie, et je l'ai reçu pour un de mes livres, pour un certain monsieur Piekielny, et je fais une séance de dédicace comme ça dans une librairie à Moscou, et une lectrice qui était franco-russe me dit, écoutez, j'ai lu votre livre en français, j'ai bien aimé, mais laissez-moi vous dire que j'ai préféré la version russe. Et je trouvais que c'était vraiment le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à un traducteur, en l'occurrence à une traductrice, parce que c'était une traductrice. Et voilà, bon, il y a des traducteurs qui font vraiment un travail formidable, remarquable, ouais. Alors, puisque nous avons commencé ce livre en parlant, en citant la citation du début de Verlaine, j'aimerais qu'on termine avec la citation de la fin, qui est Verlaine aussi, et à la mort de Rimbaud. C'est un vers magnifique. Bah, donc, vous savez, Rimbaud et Verlaine ont vécu une histoire d'amour passionnelle qui a duré un peu plus d'une année. Et puis, en 1800, je crois que c'est en juin 1873, je ne sais plus la date, Verlaine, ils sont à Bruxelles tous les deux. Rimbaud fait part à Verlaine son intention de rentrer à Paris. Et Verlaine, qui est complètement bourré, prend le revolver qu'il a acheté le matin même
Et il dit à Rimbaud, voilà pour toi puisque tu pars, et il tire plusieurs balles, mais dont l'une vient se loger dans le poignet de Rimbaud. Alors la blessure est assez superficielle, mais Rimbaud va quand même se faire soigner à l'hôpital, et ensuite Verlaine le raccompagne jusqu'à la gare. Et à la gare, Verlaine se remet à menacer Rimbaud, qui court vers un agent de police et qui explique qu'on est en train de le menacer de mort. Verlaine est arrêté, il est jugé, il est condamné, il va passer 555 jours en prison. Quand il sort de prison, il va revoir Rimbaud à Stuttgart, 2 jours, 2 jours et demi. Et ensuite, Rimbaud va beaucoup voyager et Verlaine ne va plus jamais le revoir. Et 15 ans plus tard, alors que Verlaine ne l'a pas revu depuis 15 ans, Verlaine apprend la mort de Rimbaud et il a cette phrase, il dit « Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre. Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre. » On va Bah, rester là sur cette encore, c'est phrase. magnifique. Ouais. Son souvenir est un On va soleil. rester sur cette phrase pour passer maintenant des questions au public. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est bien de terminer sur cette très, très belle phrase. Merci pour cette conversation. Et maintenant, on aimerait bien savoir si on a des questions pour François-Henri Désérable. Sinon, je vais répéter la question. Quel est le passage que vous avez particulièrement aimé écrire? Dans Mon maître et mon vainqueur, Et bon, peut-être lire ouais. un court extrait. Alors, il y a un passage sur le théâtre. Ah, voilà. Il y a un passage où, en fait, enfin, je sais pas que j'ai particulièrement aimé l'écrire, mais je l'aime bien. C'est un passage, en fait, donc le narrateur, lorsqu'il entend pour la première fois Tina, il l'entend à la radio. Elle vient à la radio pour parler d'une pièce de théâtre dans laquelle elle va jouer, qui s'appelle 2 jours et demi à Stuttgart, justement, sur les retrouvailles entre Verlaine et Rimbaud. Et donc, il va la voir au théâtre. Et donc, il dit, il ne restait plus que quelques places de catégorie 4 à 38 € et à visibilité réduite. Et j'ai pensé naïvement qu'elle serait partiellement réduite, la visibilité, dérisoirement réduite. J'ai pensé qu'à ce prix, je pourrais voir au moins les 2 tiers de la scène, et même, pourquoi pas, en prenant la peine de me pencher un peu, la scène tout entière. Or, ce que j'avais pris pour une mise en garde anodine était un euphémisme, doublé d'une véritable escroquerie. Je me suis retrouvé sur un strapontin, derrière un poteau, que dis-je, un pilier porteur, énorme, massif. Et sans doute que si vous le retiriez, ce pilier, c'était tout l'édifice qui s'écroulait sur lui-même. Et à ce moment-là, je n'étais pas contre le voir s'écrouler sur les salauds qui me l'avaient vendu, cette place. Car j'avais beau me contorsionner, j'avais beau passer mon cou derrière celui de mon voisin, rien. Je n'ai rien vu de 2 jours et demi à Stuttgart. 38 balles et 70 balles d'ostéo pour le torticolis. Autant vous dire qu'en sortant de là, je l'avais mauvaise. D'accord, me direz-vous, ça ne m'avait pas empêché de tout entendre, de la première à la dernière réplique. Mais enfin, j'aurais quand même voulu la voir, cette pièce sensible et haletante, selon Le Point, d'un réalisme sidérant, selon Le Monde, portée par 2 comédiennes au sommet de leur art, Télérama, avec la jeune Lou Lampros, magistrale dans le rôle de Limbaud, l'officiel des spectacles, et la révélation de l'année dans celui de Verlaine, magazine Elle, qui parlait donc de Tina. Il n'y avait donc d'avis mitigé que celui du Figaro, un monument de verbiage à la scénographie sans grâce, à peine sauvé par sa distribution faussement audacieuse. Phrase, hélas un peu trop longue, avait fait valoir les producteurs de la pièce pour figurer in extenso sur l'affiche, mais qu'on avait quand même tenu à reproduire partiellement, un monument, le Figaro. Voilà, bon, ça c'est des passages que j'aime bien. Peut-être nous lire maintenant un passage que vous avez trouvé très difficile à écrire ou que vous aimez moins, pas que vous aimez moins, mais qui a peut-être été plus challenging, comme on dit, à écrire. Bah, bon, vous avez pas, c'est pas nécessaire. Hein. Non, mais ça ne vous tente pas, c'est pas grave. Peut-être un poème. Mais ça, c'était très drôle. Je sais.
Euh, oh là là. Sinon, préparez vos questions pendant qu'on cherche le passage. Hein. Je vais vous réciter un poème, mais qui est un truc très classique en alexandrin, euh, avec des rimes. Enfin, c'est vraiment un classicisme. Euh, Là, c'est un moment où, évidemment, Tina et Vasco ne se voient plus. Et, euh, et donc, lui a écrit un poème sur son cahier. Et il met Tu verras, mon amour, viendra le jour funeste, où l'amour, mon amour, cet amour un peu fou, qui mérite à lui seul une chanson de geste, laissera, mon amour, un grand vide entre nous. Et nous qui nous aimons d'amour comme l'attestent tes lèvres à présent dans le creux de mon cou, où nous fuirons l'un l'autre comme on fuit la peste, nous qui l'un pour l'autre avions une faim de loup. Tu feras à mon nom une moue manifeste. J'aurai dans la bouche, comme un arrière-goût, en prononçant le tien, amer et indigeste, et serai parcouru d'un frisson de dégoût. Qui peut-on, mon amour, si l'esprit se déleste, des plus beaux souvenirs quand l'amour se dissout, car l'amour, mon amour, est comme un palimpseste. On écrit là-dessus, puis on efface tout. Voilà. Wow. C'est classique, mais c'est beau. J'en ai un moins classique, un peu plus cul aussi, si vous voulez. Aux rencontres fortuites, aux écarts de conduite, à nos chambres secrètes, aux puissances discrètes, obscures des hasards, et à tout ce bazar que ça fout dans nos vies, à la vie, à l'envie de tes lèvres soudain, de ta langue et tes mains caressantes à loisir, mon corps nu, au plaisir, au vertige, à l'émoi qu'on ressent toi et moi. Je trinque, avais-tu dit, je trinque à tout cela, mon amour, et basta, cosy. Merci. Bonne chance à nos traducteurs. Ah oui, pardon. Merci. Est-ce qu'on a des questions C'est dans pour ça qu'il n'a pas été traduit en anglais. ouais. C'est peut-être pour ça. C'est la poésie, c'est très difficile à traduire. On a des traducteurs, des étudiants qui étudient en traduction ici, je crois. Euh, N'hésitez pas si vous avez une question. Oui, c'est une question que moi j'ai à l'esprit. Quand vous avez reçu le prix de l'Académie, quelles sont les qualités qui ont été évoquées pour vous attribuer le prix? Parce que c'est un livre qui est un peu difficile à qualifier ou à mettre dans un certain genre. Alors, lorsqu'on reçoit il se trouve que l'Académie, chaque année, remet une ribambelle de prix, près d'une cinquantaine. Et puis, parmi ces prix, il y a le Grand Prix du roman de l'Académie française. Euh, et se tient une longue cérémonie où tous les académiciens sont là avec leur habit vert, leur épée. Et cette cérémonie est interminable. Il y a d'abord un long discours, et puis ensuite il y a un deuxième très long discours, et ensuite chaque lauréat est appelé à se lever pendant qu'on décline les qualités de leurs œuvres, etc. Et au moment où ça a été mon tour, et au moment où ils expliquaient comme ça publiquement pourquoi ils avaient décerné leur prix à mon roman, je crois que je m'étais déjà un peu endormi sur place. Et du coup, je ne me souviens absolument pas des qualités qu'ils ont pu lui trouver. Euh, je sais que ça s'est joué de manière... ça a été très serré, parce qu'il faut savoir que les académiciens, normalement, ils sont 40. Or, ils ne sont jamais 40 parce qu'il y en a toujours qui sont morts et qui n'ont pas encore été remplacés, donc ils sont en général à peu près 35. Sur les 35, le jour du vote, ils sont une vingtaine. Moi, le jour du vote, ils étaient 20. On était trois romans en lice. Il y avait le mien, il y avait celui de... J'ai oublié son nom. Et il y avait celui de Mohamed Mbougarsar, Ah, Secrète on a mémoire des hommes. reçu. OK. Sauf que le Goncourt, le prix Goncourt avait lieu quelques jours plus tard et Mohamed Mbougarsar était favori pour remporter le Goncourt. Donc, ça aurait été lui savonner la planche, en quelque sorte, de lui décerner le Grand Prix du roman de l'Académie française. Sinon, il l'aurait mérité parce que son livre est un très grand roman.
Et donc, on savait que ça allait se jouer entre moi et l'autre finaliste. Et l'autre finaliste, Gilles Martin Chauffier, voilà. Et donc, le jour du vote, il y avait 20 académiciens qui étaient là et qui votaient. Bon, sur les 20, il y en a 10 qui ont voté pour moi, 9 qui ont voté pour Gilles Martin Chauffier. Et sur les 10 qui ont voté pour moi, bon, il y en avait peut-être 6 ou 7 qui avaient lu le livre. Mais tout ça remet quand même en perspective, oui, la valeur d'un Grand Prix. Donc moi, j'ai toujours décidé, je ne suis pas dupe, je ne pense pas que les Grands Prix littéraires soient, comment dire, une instance de légitimation absolument décisive de votre travail. Il y a de très grands romans qui ne sont pas couronnés, il y en a de très mauvais qui remportent même les récompenses les plus prestigieuses. Je suis très content d'avoir eu le Grand Prix du roman de l'Académie française parce que ça m'a permis de gagner de l'argent, de gagner des lecteurs et donc d'avoir des droits d'auteur. Ça peut paraître tout à fait trivial d'aborder cette question, mais si on veut se consacrer entièrement à son œuvre, eh bien, c'est bien de vendre des livres de temps en temps. Et donc voilà, j'en étais heureux, et d'autant plus que certains des écrivains que j'admirais, je pense notamment à Albert Cohen, Belle du Seigneur, a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1968. Patrick Modiano, Pierre Michon, enfin il y a des écrivains que j'aime beaucoup qui avaient eu ce Grand Prix. Donc m'inscrire en quelque sorte dans cette lignée de manière tout à fait. Enfin, j'ai bien conscience que je cite le nom de géants et que je n'arrive pas à leur cheviller, mais de figurer à ce palmarès, ouais, c'était quelque chose d'émouvant. Mais je vous assure que je ne me souviens plus du tout des raisons pour lesquelles ils m'ont décerné ce prix. Peut-être, mais moi, ce que je trouve de pire dans la littérature, c'est la littérature académique, en quelque sorte. La littérature où la langue ne sort pas de ses gonds. La littérature hyper classique. Et moi, je n'ai pas du tout l'impression que ce livre le soit académique. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il ne l'est pas. Mais néanmoins, je suis content d'avoir eu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et nous aussi, puisque vous êtes avec nous et je suis très content que Mohamed Mbougarsar ait eu le prix Goncourt la même année, parce que La plus secrète mémoire des hommes était vraiment un très grand roman. Et je dis ça parce que je sais, déjà parce que je le pense, parce qu'en plus, Mohamed est devenu un ami, et parce que je sais qu'il est passé à l'Alliance française il y a 2 semaines. Hein. Moi, je l'ai vu alors que j'étais à Columbus. Il est passé à Ohio State University, et on s'est vu là-bas. Merci. Il y a encore une question. Une autre question, madame. Est-ce que ce livre est dédié à votre ancien amour ou quelqu'un d'autre? Il y a toujours des questions indiscrètes dans les rencontres. À la fin, toujours. Quand vous rencontrez des lycéens, celle qu'ils vous posent, c'est combien vous gagnez d'argent? Alors, je leur explique toujours qu'on gagne 30 centimes sur un livre de poche et 2 euros sur un grand format, ce qui fait mourir des vocations dans l'instant. Et ce livre, il est dédié, enfin, c'est marqué bien à toi. Bien à toi. Et une des clés de cette dédicace se trouve à la fin du livre. Évidemment, c'est une dédicace qui est inspirée d'une phrase qu'on a pu me dire. Voilà. On demeure énigmatique. C'est bien. D'autres questions? Les profs, bien sûr. Alors, je tiens à préciser que je n'ai jamais fait de patinage. Je faisais du hockey sur glace et du patinage avec une crosse. Et je ne vous laisserai pas. Et il se trouve que j'en faisais encore. Donc, moi, j'ai arrêté ma carrière, j'avais 29 ans, 30 ans. Et après, j'ai arrêté pendant 2 ans où j'en faisais plus du tout. Et ensuite, j'ai repris un peu le hockey sur glace en amateur, où j'en faisais 2 fois par semaine. Et la première fois que je suis remonté sur la glace, j'avais l'impression de sortir de prison, tellement c'était formidable de pouvoir écrire. Et il y a 2 ans, il y a pile 2 ans,
début de décembre. J'ai eu un gros accident de scooter où je me suis cassé la cheville, les deux poignets et le coude. Vous avez compris l'expression française se tordre de douleur. Et, et du coup, pour la rééducation, j'ai commencé à faire de l'escalade parce que je n'arrivais plus à tendre mon bras et que l'escalade me permettait de... Et j'ai tellement adoré l'escalade que j'ai arrêté de jouer au hockey au profit de l'escalade. Et j'ai toujours pas repris le hockey sur glace. Je n'ai pas repatiné depuis. J'ai même jeté mes patins. C'était une vieille paire de patins vraiment pourris. Euh, et je n'ai pas de patins. Ouais. Donc non, je ne refais pas. Mais ça reviendra. J'en referai. Parce que... Mais ça reste mon sport préféré de très loin. J'ai consacré l'essentiel de ma résidence albertine à aller voir des matchs de NHL. Euh, Vous avez des prévisions pour la Coupe Stanley cette année, une équipe préférée? Bah, ça ne sera pas Chicago. Je suis désolé de vous annoncer que malgré Connor Bedard, les Blackhawks ne C'est pas assez. remporteront pas la Coupe Stanley. J'aimerais beaucoup que ce soit les Rangers de New York. Mais d'autant que j'ai trouvé une technique imparable. Et alors, je vais vous la donner. Vous couperez ça au montage, parce que je sais qu'on est enregistré, pour acheter des places, les places les moins chères dans les patinoires et, ou les salles de basket, peu importe. Ça marche aussi avec les Bulls que je suis allé voir avant-hier. Vous pouvez acheter des places à 25 dollars et ensuite vous mettre dans les sièges à 600, 700, 800, 1000 dollars. Vous voulez que je vous donne cette technique ou pas? Eh bien, vous achetez la place la moins chère qui vous permet de rentrer dans l'enceinte sportive. On est d'accord? 5 minutes avant le début du match, vous allez sur Ticketmaster, qui est un site de revente en ligne. Vous regardez les billets qui n'ont pas encore, enfin, qui sont toujours en vente, donc les places qui vont rester vacantes. Évidemment, vous regardez les places qui vont rester vacantes dans les meilleures sections. Là, vous savez que personne ne va y aller. Le problème, c'est que, notamment au United Center, on vérifie que vous avez bien votre billet. Eh bien, vous attendez l'hymne national. Et là, vous mettez votre main sur le cœur. Vous chantez Oh, say, can you see? Et la personne, le préposé au billet, qui lui-même est très patriote, met sa main sur le cœur et ne veut pas briser cet instant de communion patriotique. Donc, vous en profitez pour passer en montrant comme ça votre billet, qu'en fait, ce n'est pas du tout le billet, et vous allez vous asseoir à la place. Et après, eh bien, vous profitez du match. Et en vérité, la vérité, c'est qu'on ne vous pose pas la question parce que vous avez pris la place, une place qui est vacante. Et en vérité, c'est dommage de gâcher les meilleures places. Donc, en fait, bon, voilà, c'est une bonne action. Voilà, ce qui m'a permis de voir un certain nombre de matchs de NHL, notamment au Madison Square Garden, ou là d'aller voir les Bulls vraiment au bord du parquet, quoi. C'était merveilleux. Bon, alors définitivement, il va falloir faire un peu de montage. Mais on a bien enregistré le truc pour les événements sportifs, mais pour les événements littéraires, on avait les meilleures places aujourd'hui à l'Alliance française. Encore une fois, merci François-Henri Désérable, Isabelle David pour un beau moment. Et je vous encourage, nous avons la vente de livres et je crois que nous aurons aussi un auteur pour faire les dédicaces. De même, je vous dis qu'en français, il se passe des trucs la semaine prochaine. Ce vendredi, 9 h du matin, Café du Monde en ligne pour parler avec des étudiants de français de toutes les autres alliances dans le monde. Et nous recommençons le Café Conversation sur place à l'Alliance française lundi le 27 à la bibliothèque vers 6 h, je crois. Mais ceci dit, nous avons eu un grand plaisir de vous recevoir. Je vous remercie encore. Moi aussi, je voudrais dire un mot. Je voudrais vous remercier allez-y, allez-y. tous, l'Alliance française, remercier les interprètes à qui je n'ai pas facilité la tâche avec ce poème et ce débit parfois trop rapide. En plus, il est 3 h du matin ou 4 h du matin en France, donc vraiment toutes mes excuses. Et puis, vous remercier pour cet entretien brillamment mené, d'une main de maître. Avec un conteur comme vous, c'est très simple. Non, mais c'était très agréable et merci pour votre qualité d'écoute et d'être venus si nombreux ce soir alors que... Est-ce que les Bulls jouent ce soir? Ben, c'est ça. Hein. Je sais que les Blackhawks ne jouent pas et ça, c'est vraiment mon drame que les Blackhawks ne jouent pas parce que moi, je voulais voir jouer Connor Bedard. Et je dis, mais je serais parti, je serais à Madison. Là, il y a eu vraiment un calendrier, mon calendrier de rencontres. Ça, c'est un des grands problèmes de la ville albertine. Ils n'ont pas su le synchroniser
avec celui des Avec les Chicago matchs de Bulls. hockey. Allez, on les remercie. Et Merci à vous. Les dédicaces, juste Ouais. devant, Merci. un petit verre.